débat avec une ou deux questions. La première question porte sur la relation entre les chiffres de financement que tu indiques et les besoins de financement de l'économie européenne. Comment est-ce que vous analysez la relation entre ces montants de prêts qui s'accroissent de manière effectivement très significative et les besoins de financement de l'économie européenne? Est-ce que vous avez fait des analyses sur le sujet et quel est le rapport entre ces chiffres et les besoins de financement? Je parlais tout à l'heure de l'étude que nous avons faite sur les besoins de financement de l'économie française. En ce qui nous concerne, nous avons chiffré, et d'ailleurs c'est une réalité nouvelle depuis 2010, nous avons chiffré les besoins de financement externe des entreprises françaises à 80 milliards d'euros par an depuis 2010, alors que nous étions au début des années 2000 dans une situation excédentaire. Et sur ces 80 milliards, 10 milliards concernent le financement des PME ETI, chiffre qui monte à 20 milliards en 2020. C'est dire d'ailleurs si les besoins sont significatifs. Comment est-ce que vous analysez les choses au niveau français et européen dans ce domaine par rapport à ces besoins de financement, encore une fois, externes et qui devront recourir soit à des financements bancaires, comme on en a parlé, soit à des financements de marché? Deuxièmement, il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui ici à Paris, c'est la Méditerranée. Je rappelais que tu étais né à Marseille et que c'est un sujet qui te passionnait. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quels sont les projets, les réalisations d'ailleurs, plus exactement, de la BEI dans ces pays, les perspectives que ceci offre et en quoi ces pays peuvent être un potentiel de développement, de coopération entre la France et ces marchés émergents qui sont près de nous? Sur ta première question, je vais être très bref parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes peu nombreux et axés vers faire notre métier qui est de prêter, d'investir dans les véhicules financiers. Et donc les analyses, on va utiliser les vôtres, on va utiliser celles de la Commission européenne, on va utiliser celles du Fonds monétaire international, de la Banque centrale. On ne va pas, nous, produire d'analyses, j'allais dire, concurrentes. Mais surtout, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est d'être à l'écoute de ceux qui vont analyser ce qu'on appelle, nous, les failles de marché, pour dire, dans ces besoins de financement, si le marché est capable de répondre par lui-même, parfait. On s'effacera, principe de subsidiarité habituel au niveau européen, on s'effacera, on n'interviendra que lorsqu'il y a une difficulté. Je vais donner un exemple, parce que je trouve que c'est toujours dans les exemples qu'on trouve les vérités. Il est arrivé un moment où les financements obligataires pour les projets d'infrastructure ont disparu. Pourquoi? Parce que les financements obligataires pouvaient fonctionner du temps où il y avait des sociétés de rehaussement de crédit qui permettaient d'avoir des obligations d'une qualité suffisante pour que les investisseurs institutionnels se mettent sur ces projets. Avec la crise de liquidité et la disparition des sociétés de rehaussement de crédit, ce marché a disparu. Donc la Commission européenne et nous avons dit, regardons les besoins de financement, il y a un marché qui serait nécessaire. Utilisons toujours cette même idée d'activer les dépenses budgétaires, utilisons un peu d'argent budgétaire pour jouer ce rôle de rehaussement de crédit qui va permettre de réattirer des financements obligataires sur des bons projets qui ont la durée nécessaire pour des obligations, qui ont la rentabilité nécessaire pour des obligations, mais sur lesquelles, pour l'instant, le marché a un doute sur le caractère risqué. Et donc, c'est ce qu'on a appelé l'initiative des project bonds. Le simple fait qu'on ait lancé ce travail, qu'on ait lancé cette recherche, qu'on ait lancé cette mobilisation, avec des moyens budgétaires pour l'instant beaucoup trop limités. Mais enfin bon, c'est un fait, c'est comme ça. Rien que ça a ramené des équipes, peut-être sont-elles représentées dans la salle, je ne sais pas, ou, en tout cas elles sont représentées à Paris, ça j'en suis sûr, sur ce sujet qu'ils avaient abandonné. Et on a vu par exemple le mois dernier se conclure un placement privé sur la rocade L2 à Marseille, qui s'est donc placé, et ceux qui l'ont fait nous ont dit oui, mais vous n'auriez pas mobilisé les esprits, les ingénieurs financiers il y a 2 ans sur ces sujets,
on ne serait pas revenu. Mais là, on n'avait pas besoin de vous, mais il y aura des cas plus risqués où on aura besoin de vous. Pourquoi pas? Si c'est ça, donc l'analyse doit être faite par des tiers, pas par nous, et notre but est de concentrer nos interventions sur les projets qui auraient du mal à se faire sans nous. Subsidiarité. Ça, c'est peut-être courte réponse à ta première question. Ta deuxième question, je pourrais être beaucoup plus long, mais comme ce n'était pas le but central de l'intervention, je n'en ai effectivement pas parlé dans mon propos liminaire pour rester purement européen. En Méditerranée, à ce jour, la BEI reste le premier banquier. L'an dernier, nous avons prêté 1,7 milliard d'euros en Méditerranée, ce qui veut dire que nous avons essayé d'accompagner au maximum possible les changements en cours, en particulier au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Jordanie, qui sont connus comme les 4 pays du partenariat dit de Deauville pour aider les démocraties en transition. Ce que je note, c'est que cette mobilisation entre les organisations internationales se fait à des rythmes variables suivant les institutions. Pour l'instant, la BEI reste, avec la Banque mondiale, le premier partenaire de ces pays. Et ce que je note, c'est malgré le caractère chaotique, et c'est normal, dans des révolutions, il y a toujours un aspect chaotique, ces pays restent une source de croissance pour l'Europe. Je vois maintenant des entrepreneurs du sud de l'Europe permettre à leur entreprise de survivre, tout simplement de survivre en allant prendre des marchés là-bas. Je vois des champions européens arriver à rester des champions européens et mondiaux en utilisant les avantages de produire des deux côtés de la Méditerranée. Prenons les exemples français, ça évite. Quand on est ici d'aller en choisir d'autres, je vois que Renault peut produire des voitures à bas coût parce qu'il installe une usine à Tanger. Je vois que les leaders du solaire européen arrivent à rester leaders mondiaux parce qu'on finance une usine, une centrale solaire à Ouarzazate. Il y a une complémentarité absolument évidente, que ce soit pendant cette crise ou pour sortir de la crise, il y a un sort commun, que ce soit pour les PME qui veulent survivre ou se développer, ou pour les champions européens qui ont là une base arrière évidente. Dans les deux cas, il y a une complémentarité.